bienvenue à cette table ronde organisée par l'Observatoire de géopolitique de la chaire Raoul Dandurand en préambule du colloque qui va porter sur les murs comme tous les 2 ans à Montréal. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans ce contexte 3 panélistes d'importance dans le domaine que je vais vous présenter maintenant. Aude-Émilie Judaïque est productrice de documentaires. Merci Aude-Émilie d'être là aujourd'hui avec nous. Elle est productrice de documentaires radio à France Culture. Elle centrait ses documentaires sur des questions sociales, politiques et culturelles. Elle produit notamment, c'est intéressant, l'émission sur l'histoire des migrations internationales. Elle a fait notamment un TED Talk, un TEDx sur les frontières. Et elle interroge donc dans son travail d'autres rapports à l'identité, s'intéresse au déplacement des populations et elle assure le commissariat d'Exploring Borders. Anne-Laure Amilazari, merci Anne-Laure d'être ici, est professeure à l'Université Grenoble-Alpes, agrégée de géographie, membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Anne-Laure est connue et reconnue dans le monde entier pour ses travaux comme géographe politique sur les frontières. Elle développe des recherches qui utilisent beaucoup ce lien, cette interrelation entre l'art et l'espace dans des lieux contestés. Et on sait que les frontières sont par définition des lieux contestés. Et donc, elles vont toutes les deux nous parler du projet qu'elles ont mis sur pied ensemble. Et c'est Elisa Ganivet, merci Elisa d'être présente avec nous, qui va discuter avec elle de ce projet-là. Elisa est docteur en philosophie et historienne de l'art. Elle a organisé des expositions itinérantes de grands maîtres et elle travaille en tant que consultante pour des organisations culturelles, internationales, publiques ou privées. Elle a beaucoup travaillé, notamment sur les questions de frontières. Elle a publié un ouvrage aux presses de l'Université du Québec sur l'esthétique du mur. Qui a été d'ailleurs traduit en anglais. Elle est rédactrice artistique de la revue Borders in Globalization Review de l'Université de Victoria, avec laquelle nous avons tout le plaisir de travailler au Canada. Mesdames, je vais vous laisser la parole. Anne-Laure et Aude-Émilie, présentez votre projet et puis ensuite, Elisa pourra animer la discussion avec vous. Merci. Merci beaucoup, Elisabeth et Elisa, de nous accueillir et Andréane Bissonnette aussi pour l'organisation du colloque. Toute l'équipe, en fait, de la chaire Raoul Dandurand que je retrouve tous les 2 ans ou à peu près depuis une dizaine d'années avec grand plaisir autour de ces colloques sur les murs et pas que. Et cette fois-ci sur la question de la violence, et je pense qu'elle est au cœur du travail que nous avons démarré avec Aude-Émilie il y a plusieurs années, en fait, d'abord autour d'une frontière qui nous est proche, qui était une frontière en apparence simple, où s'empilaient les étapes migratoires et qui est devenue un chaînon, en fait, des routes de la migration forcée et d'exil à partir de l'année 2015. Je parle de la frontière franco-italienne à Briançon, où elle est venue me voir à Grenoble et en fait, où on a commencé à discuter sur la forme et le fond de la manière dont on peut parler des frontières, dont on peut montrer ce qui se passe aux frontières, partager en fait de manière sensible des questions qui sont difficiles parce que conceptuellement ardues à concevoir, et puis parce qu'elles intègrent aussi des émotions qui sont conflictuelles entre la pitié, le rejet, la colère, etc. Et c'est donc à partir de ce nœud-là qu'on nous avons commencé à travailler ensemble sur un projet qui aujourd'hui qu'on va vous détailler aujourd'hui, qui est donc un projet d'exposition itinérante sur la question des frontières qui s'appelle Exploring Borders en anglais, Explorando Fronteras en espagnol, puisque c'est à Mexico l'an prochain qu'il va se déployer pour la première fois. Je te laisse la parole peut-être, Aude-Émilie, pour compléter. Oui, eh bien écoutez, donc je confirme ce que vient de dire Anne-Laure et le plaisir que nous avons à participer à ce colloque. En effet, nous avons eu envie de
d'amener les frontières au musée. À l'époque où nous avons commencé à réfléchir à cette idée, c'était un sujet qui n'était pas abordé dans les musées. C'est en train de changer, heureusement. Je crois que le Covid a eu cet effet pervers positif pour nous, qui a été que finalement les frontières sont revenues sur le devant de la scène et que tout un chacun a commencé à s'y intéresser, les musées également. On aura l'occasion d'en reparler, en particulier Anne-Laure et moi revenons d'une résidence en Californie où nous avons pu constater avec joie qu'en effet le sujet de la frontière est un sujet qui passionne et qui est vraiment entré au musée. Donc c'est un sujet qui nous tenait à cœur de traiter parce qu'en effet on a tendance à oublier à quel point les frontières comptent dans nos vies. On a tendance à les circonscrire aux problématiques et aux crises, entre guillemets, migratoires. Et on a tendance à oublier qu'en fait, on est parcouru par ces frontières au quotidien. Donc, il nous semblait vraiment important de prendre le temps de faire de la pédagogie, de raconter comment les frontières se sont créées, à quoi elles ont ressemblé dans l'histoire et dans les différentes sociétés à l'échelle de la planète pour mieux comprendre et s'interroger sur la réalité des frontières aujourd'hui. Et leur mode de fonctionnement et imaginer demain à quoi nous voudrions que ces frontières puissent ressembler. C'est pourquoi nous avons souhaité faire donc cette démarche pédagogique, comme vous le disiez tout à l'heure, Elisabeth. Moi, je viens du documentaire, donc pour moi, la pédagogie est importante. Je pense qu'il faut... c'est important d'éduquer les gens. Enfin, voilà, c'est l'université populaire aussi. Toute la vie, on doit continuer de se cultiver. Et donc, le musée est notamment un bon endroit pour cela, et ce, d'autant plus qu'on parle d'un sujet qui est un sujet intrinsèquement scientifique et artistique, la frontière, la cartographie, la géographie. Donc, il nous a semblé tout à fait évident de pouvoir amener ce sujet dans un musée, vraiment, dans une exposition qui est fondamentalement une exposition scientifique et artistique qui a vocation à faire entrer les gens dans la carte un petit peu et à les faire travailler en fait sur l'idée de la frontière, leur expliquer, mais aussi surtout les mettre en situation, en position de pouvoir manipuler les frontières en tant qu'idée et en tant qu'objet. Donc avec un certain nombre d'ateliers au cours desquels les visiteurs et visiteuses seront amenés à expérimenter, à travailler la frontière. Alors, le projet d'Odémilie, c'est aussi un projet de réalité virtuelle, d'écriture de réalité virtuelle. En fait, une réalité virtuelle qui se joue à plusieurs pour explorer donc, de manière prospective ce que pourrait être la déconstruction des murs et le fait de fabriquer ensemble autre chose par rapport à une situation de blocage devant laquelle se retrouverait une quarantaine de joueurs qui seraient mis en situation collective. Donc, elle est en train d'écrire cela et nous sommes appuyés dans ce travail par une productrice qui s'appelle Chloé Jarry, qui travaille à Lucid Realities, qui a travaillé d'ailleurs beaucoup au Québec, qui est spécialiste de l'utilisation de ce type d'outils dans les musées. Et à partir en fait de ce produit très high-tech, puisqu'il faut des équipements, il y a quand même un lourd investissement, et qui finalement symbolise au mieux, ou matérialise au mieux peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui les expériences interactives. On a marché finalement, on a fait Back to the Future, on a marché un peu en sens inverse et on s'est demandé, d'autant plus que le premier musée qui a accepté l'exposition est un musée donc dans la ville de Mexico, c'est le Museo de las Culturas del Mundo, le musée des cultures du monde. C'est un musée qui a peu de moyens. On s'est demandé finalement qu'est-ce qui était au cœur de l'interaction et comment on allait pouvoir faire des jeux, fabriquer des dispositifs low-tech
qui pourrait peut-être avoir autant de puissance, ou en tout cas une puissance équivalente pour bouger les lignes. Puisqu'en fait, le projet de l'expo, Odémilie a commencé à le dévoiler. C'est à la fois d'avoir une vision chronologique sur le temps très long, hein, depuis le moment de la sédentarisation des populations jusqu'à aujourd'hui, sur pourquoi, comment on a besoin ou pas de frontières et comment on les a construites, à partir d'un alphabet géographique que moi je définis comme étant composé de points, de lignes et de zones, et donc comment ces trois figures élémentaires se composent et se recomposent selon les périodes, de montrer donc à travers ces périodes en fait comment certains types de modèles de frontières se sont imposés et puis comment aujourd'hui on est vraiment sous la coupe d'une représentation dominante et globalisée d'une sécurisation de la frontière qui est en fait assez récente. Et pour montrer cela, en fait, on a besoin d'ouvrir les yeux sur le monde et de construire une vision postcoloniale de la frontière qui nous montre que, en fait, ce modèle qu'on dit occidental, westphalien, etc., est effectivement issu d'une époque où l'Europe a conquis le monde, mais qu'il a été négocié de différentes manières en Asie, en Afrique, et qu'il s'est surimposé, qu'il a fait avec des réalités locales, que ce soit par exemple en Asie du Sud-Est, en Asie centrale, entre le Tadjikistan et l'Afghanistan. Je suis en train de lire une très belle thèse là, sur cette frontière-là et sur les négociations au fil des âges. Et donc, il y a cette notion de négociation qui est au cœur, je crois, de l'exposition, plutôt que celle de confrontation. Et c'est peut-être à ce titre-là que nous prenons le contre-pied de pas mal d'autres expositions qui ont pu exister, que nous avons soit étudiées, parce que moi j'en ai fait pas mal de recensions, soit vues ensemble, puisque effectivement, comme le rappelait Odémilie, nous avons eu la chance d'être accueillis ensemble en Californie ce printemps, cet hiver, fin d'hiver, début du printemps, et qu'on a été très surprise qu'il y ait encore aujourd'hui autant d'expositions à la fois sur les murs et sur les frontières. Et peut-être que le décalage, justement, ça intéressera Elisa aussi, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses sur les murs parce qu'il y a cette attraction esthétique du mur. C'est très facile de montrer un mur ou de dessiner sur un mur. Très facile, toute proportion gardée, hein. Mais en tout cas, ça donne envie. Et que parler de la frontière, qui est une réalité abstraite, complexe, bien plus qu'une ligne, c'est difficile et que bien souvent, les tentatives d'exposition qui ont existé jusque-là n'ont pas réussi en fait à mener de manière qui nous paraisse à nous en tout cas convaincante ce travail-là, ce qui nous stimule pour continuer. Et juste pour terminer, peut-être avant et ne pas mobiliser la parole et avant de repasser la parole à Odémilie, ce qui nous intéresse in fine, c'est d'outiller les visiteurs et les visiteuses pour penser un avenir des frontières qui soit différent. C'est-à-dire de leur dire, voilà tout ce qui s'est passé, ce qui arrive aujourd'hui n'est absolument pas nécessaire ni logique. C'est la conséquence de choix qui ont été faits, d'idéologie, de politique. Et donc, on vous outille pour vous dire, voilà, demain, quelles sont les frontières que vous voulez? Est-ce qu'il peut y avoir des frontières soutenables pour un monde durable dans une période où les crises se multiplient de toutes les façons possibles? Et peut-être je compléterai juste en expliquant qu'en effet, le rôle de la réalité virtuelle dans cette exposition, il est justement de permettre aux gens d'entrer dans une autre dimension, de se départir un peu des lourdeurs, de la gravité, de la matérialité de ce monde, et donc de s'autoriser à imaginer d'autres façons de faire frontière. Et c'est vraiment
en fait, d'abord, c'était le point de départ de cette exposition, il faut le dire. On a commencé par écrire ce scénario en réalité virtuelle et puis, voulant qu'elle soit présentée dans le cadre d'une exposition, nous nous sommes dit, faisons donc cette exposition. Et donc, c'est vrai que l'exposition est vraiment construite sur le modèle, sur la base des principes et des valeurs qui ont guidé à l'écriture de cette expérience en réalité virtuelle et qu'elle concentre donc toutes les idées fortes de l'exposition et notamment celle que nous avons le pouvoir d'agir, nous avons le pouvoir de transformer le monde et probablement même le devoir de le faire. Donc, c'est vraiment un moment à la fois central et transitoire dans l'exposition, puisque c'est le moment où on va faire tomber les murs dans la tête des visiteurs, c'est l'objectif, leur permettre de devenir encore plus créatifs, vraiment de s'affranchir des contraintes habituelles pour ensuite arriver dans la dernière phase de l'exposition dans laquelle ils vont pouvoir vraiment se confronter à toutes ces nouvelles façons, notamment imaginées par les border artistes aujourd'hui, ces nouvelles façons de faire frontières et commencer à imaginer à quoi nous voudrions que les frontières ressemblent demain. Et puis, je précise une chose aussi importante, c'est que, vous l'aurez compris, c'est une exposition qui se veut fondamentalement collaborative, participative, interactive, et j'allais dire, du sol au plafond, puisque on demande évidemment aux visiteurs, enfin on va encourager et inviter les visiteurs à être actifs, à ne pas être spectateurs, mais être vraiment acteurs dans l'histoire. Et puis cela va jusqu'aux musées, différents musées avec lesquels nous allons travailler, puisque c'est une exposition itinérante, donc qui a vocation à circuler, à tourner dans le monde et à créer un réseau de musées partenaires qui vont pouvoir aussi apprendre à travailler ensemble et à co-construire cette exposition. Et j'ai la grande joie de vous annoncer que le premier partenaire de cette exposition, c'est le Musée de la Civilisation au Québec, donc qui sera le deuxième à accueillir l'exposition, mais qui est le premier à s'être montré intéressé, à s'être investi financièrement et matériellement dans cette exposition. Donc, nous y serons, je crois, à partir de septembre ou octobre 2024 pour un an, me semble-t-il, ou au moins 10 mois. Donc nous sommes heureuses de pouvoir d'ores et déjà vous annoncer que nous reviendrons sur vos terres avec cette exposition. Et pour continuer, donc qu'est-ce qu'il y aura dans l'exposition au-delà de la réalité virtuelle et des jeux ou des installations dont nous serons les conceptrices et puis d'ateliers qui pourront s'y tenir. Nous allons en fait tenter cette équation un petit peu ambitieuse de mélanger en fait des artefacts qui disent des choses de ce que les gens font aux frontières, qu'il s'agisse de construire des bornes, de faire de la contrebande. Il existe par exemple des gourdes qui étaient faites à la forme des corps pour pouvoir transporter de part et d'autre de la frontière de l'eau de vie en contrebande, voilà, qui sont assez parlantes. Donc des objets anthropologiques, des objets historiques et aussi beaucoup d'œuvres d'art contemporain, donc de border artistes, autour donc de la façon dont ces personnes voient, réagissent à la frontière. Et notre travail dans ce domaine-là est est très lié en fait aux lieux dans lesquels nous allons travailler, avec deux volontés, deux directions. L'une qui est d'être site-spécifique, d'être liée au lieu dans lequel on travaille, donc de documenter le rapport à la frontière dans la région ou le pays dans lequel s'inscrit l'exposition, mais en même temps de l'éclairer par des regards extérieurs. Et ça, c'est particulièrement important au Mexique où nous commençons, puisque le Mexique est un des lieux
où est né l'art de la frontière, le border art, mais quand il s'est aréné donc sur les limites, sur les confins, les périphéries nord du pays qui jouxte les États-Unis. Or, l'expo aura lieu à Mexico, donc ça c'est déjà un premier enjeu hein, d'emmener la périphérie au centre. Dans la ville de Mexico, les gens ont beaucoup moins entendu parler de la frontière que quand on est en Baja California ou en Californie. Mais ce qui les intéressait tout particulièrement aussi, c'était de se dire qu'ils allaient pouvoir accueillir des artistes africains, chinois, d'Asie centrale ou d'Europe, qui travaillaient dans des perspectives qui étaient qu'on pouvait relier à celles qui étaient développées au Mexique. Donc, c'est aussi cette idée de faire des liens et de travailler sur ce que j'appelle l'intericonicité, en tout cas la façon dont les œuvres de border art se répondent de par le monde les unes les autres entre elles, et de pouvoir montrer cette mise en réseau qui est intéressante d'un point de vue politique parce que elle nous montre à la fois qu'on a un regard très globalisé sur la frontière, ce que je disais tout à l'heure, et qu'en même temps, d'un peu partout, il y a des personnes qui s'élèvent pour résister, tenter de transformer les représentations, les faire bouger. Et c'est cette dialectique, en quelque sorte, qu'on essaye de montrer. Super. Ouais. Oui. Merci beaucoup Anne-Laure et Aude-Émilie de nous avoir expliqué un petit peu votre projet qui est absolument palpitant. J'aurais donc, oui, quelques questions évidemment, puis après on reste souple sur la mise en forme. Donc vous étiez rencontrés en 2015, mais comment et quand a vraiment surgi ce projet de Exploring Borders? Ça a été au fil de vos rencontres, de vos collaborations antérieures, ou comment ça s'est vraiment développé? Et est-ce que la Villa Albertine, et en quoi la Villa Albertine vous a aussi apporté un support et un approfondissement sur le territoire entre le Mexique et les États-Unis? Je fais l'historique, Anne-Laure. Vas-y. Alors, en fait, on a commencé moi, j'ai commencé à travailler sur cette expérience en réalité virtuelle d'abord. C'était le point de départ. Je crois que j'ai écrit le scénario en 2017. Ensuite, j'ai contacté Anne-Laure, je pense, en 2018 ou peut-être même début 2019, voilà, pour lui proposer d'assurer le commissariat scientifique de l'exposition. Et puis, comme vous le savez, ensuite, on a eu une belle épidémie qui nous a un petit peu ralenti. Enfin, dans un premier temps qui nous a ralenti, mais dans un deuxième temps qui a permis d'accélérer les choses parce que, comme je vous le disais, les gens ont pris conscience de l'importance des frontières dans leur vie. Et c'est à ce moment-là que nous avons donc commencé à prospecter auprès de différents... Enfin, donc c'est à la sortie de l'épidémie de Covid qu'on a commencé à vraiment entrer en contact avec différents musées, à trouver cette collaboration avec le musée de la civilisation du Québec, à Mexico, et puis à entrer en contact avec différents musées avec lesquels nous sommes encore aujourd'hui en discussion. En particulier, donc, suite à cette invitation en résidence à la Villa Albertine San Francisco par le consulat français aux États-Unis, nous avons eu l'occasion à la fois de rencontrer de nouveaux directeurs du musée, de nouveaux conservateurs potentiellement intéressés, je ne m'avance pas plus parce que pour l'instant tout ça est encore en discussion, mais potentiellement intéressés par l'exposition. Et puis, comme je vous le disais, nous avons eu l'occasion pendant cette résidence de voir comment les musées californiens s'étaient appropriés, s'étaient approprié cette question de la frontière. Et ça a été pour nous fort d'enseignement. D'abord parce qu'on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on parlait de frontières, on parlait de murs. À chaque fois qu'on parlait de frontières, on parlait de frontières locales. Et à chaque fois qu'on parlait de frontières, on faisait une exposition tout à fait classique avec des œuvres au mur, voire sous vitrine, ce qui est à peu près l'antithèse de ce que nous avons envie de faire, puisque nous voulons qu'il y ait vraiment interaction entre les visiteurs et les œuvres.
Et dans le même temps, ce que nous avons en positif, disons ce que nous avons observé dans les musées américains, enfin moi j'avoue que je découvrais vraiment les musées américains et californiens en particulier, j'ai été très surprise de voir à quel point d'abord les nouvelles technologies étaient absentes. Ce qui est quand même un peu étonnant quand on sait qu'on est sur les terres de la Silicon Valley. Voilà, donc vraiment, il y avait très, très peu de dispositifs high-tech, de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de dispositifs interactifs, d'hologrammes, de 3D. Enfin, vraiment, donc voilà, ça c'était un peu surprenant. Et l'autre chose, alors oui, j'allais partir sur les points plutôt positifs, ça a été de voir comment on met en scène l'art dans certains de ces musées, comment ils se sont autorisés en fait à revoir complètement la mission du musée, à en faire un lieu, à en faire une maison en fait. Moi, c'est ça qui m'a vraiment surprise et agréablement surprise, c'est que l'objectif est vraiment que non pas de vous voyez, de donner l'information, de donner le savoir, comme c'est parfois, comme c'est souvent le cas quand même, il faut le dire en France et en Europe en général. Au contraire, là, on se met vraiment à la portée des visiteurs avec une vocation fondamentalement inclusive. On veut que les jeunes, les vieux, les gros, les petits, les blancs, les noirs, enfin vraiment, il y a cette envie de faire venir le monde entier dans un musée et de co-construire. De l'idée même de l'exposition jusqu'à sa mise en scène et dans les espaces du musée, il y a vraiment une co-construction de bout en bout et ça, je trouve que c'est très, très intéressant politiquement d'abord, que d'amener vraiment les populations à participer à la construction d'une exposition. Et puis, c'est intéressant quand on parle des frontières encore plus, puisque on est quand même face à un objet qui sépare, qui divise, et nous, toute notre ambition, c'est de montrer que les frontières peuvent aussi, et sont souvent, bien plus souvent qu'on le croit, des traits d'union entre les hommes. Donc, l'objectif, en effet, est de permettre aux gens de travailler ensemble malgré leurs différences, malgré voire malgré leur point de vue divergent sur la frontière, c'est aussi possible, mais en tout cas, créer du lien. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Donc, en particulier, cette résidence, elle a été très riche d'enseignements et elle nous a permis de beaucoup préciser ce que nous voulions et ce que nous ne voulions pas. Et donc, il y aura une dimension également internationale, mais aussi spécifique de ce que j'ai compris. Oui, voilà. En fonction des lieux, vous allez... Bon, il y a cette histoire de la frontière commune, et ensuite, il y aura donc les spécificités tant sur l'art frontalier que sur l'expérience sociologique ou psychogéographique que les résidents et également les migrants peuvent vivre et peuvent sentir, expérimenter. C'est ça. Tout à fait. Par exemple, il y a une thématique en fait qui nous est apparue comme essentielle en Amérique du Nord, qui tient dans les frontières des populations autochtones et en fait les frontières intérieures et extérieures qui traversent l'histoire de l'Amérique du Nord. Depuis le Mexique jusqu'au Canada, et qui sous-tendent en fait la géopolitique actuelle et auxquelles, quand on pense aux frontières depuis l'Europe, on n'imagine pas de donner la place qu'on va leur donner dans les expositions qu'on est en train de concevoir. Donc ça, typiquement, en fait, c'est un enrichissement du site. Ça va probablement nous servir ailleurs. Et c'est vraiment né de ce qu'on a pu voir en Californie, notamment sur les réclamations de terre, les retours aussi qui sont effectués aujourd'hui, les rétributions, et comment, en fait, ces problématiques donc des populations premières des Amériques interagissent, clashent avec la question de la race aussi, notamment à Auckland ou autour de San Francisco.
la façon dont ça s'est exprimé au Mexique aussi, puisqu'on a, dans notre exploration, traversé pas mal de fois la frontière. On était financé à la fois par la Villa Albertine et par le CNRS et le Centre français d'études mexicaines et centra-américaines dans la ville de Mexico. Et c'est comme ça qu'on a rencontré dans la basse vallée du Colorado, avant qu'il se jette dans la mer, dans l'isthme de Basse-Californie, une dame Antonia, qui est du peuple Cucapa et dont la spécialité c'est de tisser en fait des grands colliers de perles qu'elle appelle elle des cartes en fait. Et des cartes qui donnent les repères de circulation sur le territoire traditionnel, fait de montagnes, de fleuves, etc., et qui ne reconnaissent pas les frontières imposées par les hommes. Et en même temps, tout le long des discussions qu'on a pu avoir avec elle, elle nous parlait à la fois des alliances et des divergences qu'elle pouvait avoir avec ses équivalents de l'autre côté états-unien, qui étaient à la fois qui avaient les mêmes origines, mais un peu plus de pouvoir économique, même si c'était les pauvres des États-Unis par rapport à eux, Mexicains. Et donc voilà comment les rapports entre eux s'étaient distendus avec la sécurisation de la frontière, retendus à travers des alliances politiques qu'ils pouvaient avoir aujourd'hui, une expression artistique. Voilà, donc ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on a trouvé là-bas, auquel on avait pensé donner une place, mais sans doute pas aussi importante, qui va se développer dans les temps qui viennent, et puis qui aura sans doute des résonances avec des choses qu'on trouvera ailleurs. Voilà. Et je pense que dans chaque endroit, il y a des projections voilà, une histoire et des défis qui sont différents et qu'il nous faut entendre et après mettre en dialogue. C'est ça qui est assez passionnant. D'accord. Donc, par exemple, ce collier, c'est un type d'artefact qui sera présent, si je comprends. Voilà, d'accord. Et en termes de réalité virtuelle, donc concrètement, comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous souhaitez faire comme une expérience de la frontière? Parce que j'ai en tête une œuvre qui avait été faite en 2009 de Tammy Cottiel et Teresa Reuter. Donc, Teresa Reuter, spécialiste, une architecte, Tammy Cottiel, donc une des pionnières en réalité virtuelle. Et elles avaient reconstruit comme ça le mur de Berlin et le visiteur pouvait, avec un joystick, passer la frontière tangible du mur de Berlin. Donc là, concrètement, comment ça se passe pour vous, cette expérience? Alors, d'abord, je dois vous préciser que l'idée, comme le disait tout à l'heure Anne-Laure, c'est que plusieurs dizaines de visiteurs puissent faire l'expérience en même temps. Ce qui est important parce que dans les musées, il faut qu'il y ait du trafic. et puis c'est vrai que ce n'est pas très amusant quand on est un visiteur et qu'on doit attendre une demi-heure ou une heure pour avoir accès à un casque. Donc, l'objectif, c'est vraiment une expérience où on est debout, où on peut se déplacer dans un espace de 100 mètres carrés environ. On a donc son casque sur la tête et dans un premier temps, on est isolé des autres, mais plus l'expérience va avancer et plus on va se relier aux autres personnes qui font l'expérience en même temps. Parce que l'idée, c'est justement d'aller un peu à l'encontre de ce qu'est la réalité virtuelle aujourd'hui, qui est qu'en effet, ça vous isole, quoi, ça vous enferme dans un casque. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu envie de traiter ce sujet de la frontière et des murs en particulier en réalité virtuelle, parce qu'il y a un véritable écho avec ce que cette technologie apporte de positif, mais aussi de négatif dans nos vies, voilà, dans nos sociétés hyper individualistes où on a tendance vraiment à s'enfermer derrière nos écrans. Donc, l'objectif premier, c'était de raconter, de faire vivre aux gens l'expérience du paradoxe de la frontière. De montrer que les frontières nous protègent et que bien souvent, on en a besoin, voilà, et que c'est pour ça que toutes les sociétés du monde ont un moment
délimiter leur territoire, que même les animaux, les plantes font à peu près la même chose, hein, c'est tout à fait universel cette histoire-là, que d'avoir besoin d'un territoire qui est un territoire sur lequel on trouve de quoi survivre, hein, donc on a besoin de le protéger et donc d'assurer sa survie en conséquence, mais qu'on a aussi besoin d'aller voir ce qui se passe derrière, qu'on a besoin de créer de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, et qu'à trop s'enfermer, en fait, on s'isole des autres. Et on vit dans un ghetto. C'est aussi, voilà, c'est le paroxysme d'une société emmurée, c'est quand même le ghetto. Donc, qu'il soit juif, noir, enfin, ou une favela, enfin, bon, tout ça est à peu près semblable. Donc, l'objectif, c'était de montrer qu'on est tous pris entre ces deux injonctions contradictoires, qui à la fois il faut se protéger et en même temps il faut savoir sortir. Donc, la réalité virtuelle permet voilà, on sait que c'est la machine à empathie, disent les Américains, mais c'est aussi un endroit où on est complètement immergé. Enfin, on vit une expérience comme si comme si on était sur le terrain finalement. Donc, et on la ressent, et on la comprend, et on l'intègre. Donc, l'objectif, c'est pour ça que l'expérience est présentée dans une exposition, c'est qu'il y a cette dimension pédagogique où on s'adresse vraiment à l'intellect des visiteurs, on leur explique des choses, on leur donne des informations. Et en même temps, dans la réalité virtuelle, on parle à leur affect, à leur cœur, à leur corps, à leurs propres histoires. Et tout ça, je l'espère, permet de construire une expérience dont on ne ressort pas indemne. Voilà, c'est quand même l'objectif, que les gens soient se meuvent, en tout cas, soient un peu déstabilisés par cette expérience, dans le bon sens du terme, hein, mais on veut faire bouger les gens, voilà, comme on fait bouger les frontières. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, sur le scénario, peut-être. Et le scénario, des images déjà en avant-première à nous montrer non, je n'aurai pas d'image à vous montrer, mais sachez simplement que l'objectif, en effet, donc c'est d'abord, on commence par mettre les gens dans cette situation d'être emmurés avec les avantages et les inconvénients que ça peut représenter. Et puis ensuite, il y a toute une partie pendant laquelle on voit se développer la multiplication des murs aux frontières. En fait, on voit cette planète qui, tout d'un coup, devient de plus en plus segmentée, quadrillée, partionnée. Et puis finalement, tous ces murs se rejoignent, n'en font plus qu'un, qui devient un support de création. Okay. Voilà, j'ai toujours le terme en anglais qui me vient en tête, donc pardon, j'essaie de garder mes mots français, on a tellement pitié en anglais. Mais voilà, les personnes qui vont vivre cette expérience vont être amenées à jouer avec ce mur et à le transformer, à lui donner des formes, des couleurs, des nouvelles textures, etc. Et puis, l'expérience se conclut par cette nouvelle matière, cette nouvelle frontière qui colle aux mains, qui colle au corps et qui va remonter jusque dans le casque, et les casques sont tous reliés au niveau du plafond. Et donc, on voit cette matière qui va remonter, qui va créer un réseau multicolore entre les différents visiteurs, et donc leur montrer que les frontières peuvent représenter des traits d'union entre nous, peuvent nous relier. Super. Et est-ce qu'il y aura aussi une partie avec des interviews des personnes que vous avez rencontrées, d'autres contributeurs ou des personnes sur place, ou je ne sais pas? Pas dans la VR. Non, pas dans la VR, mais à part dans le parcours de l'expo. Et dans le parcours de l'expo, c'est possible. Pour l'instant, c'est possible. Il y aura probablement des extraits de documentaires. Nous, évidemment, on a fait des interviews et on va être amené à en faire d'autres, puisqu'on est en train de réaliser avec Anne-Laure une série de podcasts sur le border art à l'échelle internationale. Donc, on aura évidemment des choses à faire écouter. Donc, c'est possible. Mais voilà, sachez qu'il y aura surtout cette série documentaire longue sur tous les hotspots du border art
dans le monde dans laquelle on pourra vraiment entendre longuement, parce que je crois que ce sont des questions sur lesquelles il faut prendre le temps. Voilà. Il faut avoir un discours nuancé, construit, et donc c'est pour ça qu'on a eu envie de faire aussi une série de podcasts sur le sujet, parce qu'il faut y consacrer du temps. D'accord. Ouais. Et évidemment, donc, il y aura des outils pédagogiques, j'imagine, pour tout ce qui est pour les adultes, mais évidemment aussi pour les enfants, donc à chaque fois sur place, c'est ça, avec des ateliers. Juste pour compléter, on fera aussi une journée d'études en fait autour de ces questions au Mexique, pour lancer peut-être aussi des collaborations plus ouvertes sur ces questions d'art de frontière, de représentation et de mise en scène finalement de la frontière et des barrières. Donc, matériaux qui pourra peut-être servir après. Pour l'expo mexicaine, qui a lieu dans un très bel endroit en plein centre historique de Mexico, c'est l'ancienne Casa de la Moneda, donc c'est l'ancienne maison où on frappait la monnaie, mais qui est donc un monument historique avec peu de moyens. Il n'y aura pas forcément beaucoup de casques, de moniteurs, quelques-uns parce que on a des œuvres vidéo à montrer, beaucoup, et puis, mais sans doute ces choses-là iront chemin faisant. Et oui, donc on a à cœur de fabriquer des kits, des jeux, de voir après comment on peut s'adresser à un plus grand nombre d'enfants, avec la question qui se pose peut-être au Québec aussi, mais qui se pose de façon assez forte pour le musée de Mexico, qui est la question du multilinguisme. Parce que dans le centre de Mexico, donc on parle espagnol bien sûr, mais on parle aussi beaucoup de langues du Mexique, et que c'est un des axes de travail de cette institution que d'explorer aussi ce qu'on peut faire sur les frontières linguistiques. Et c'est une chose qu'on n'a pas dite, c'est que donc chemin faisant et pendant ce travail entre le Mexique et les États-Unis ce printemps, on a rencontré la personne qui sera la commissaire artistique de l'exposition, qui s'appelle Sara Alonso Gomez, qui est franco-cubaine, qui a travaillé sur la question de la résistance dans l'art contemporain, et qui était aussi la co-curatrice de la dernière biennale de Kinshasa, et qui donc a l'habitude de faire dialoguer entre elles l'art dans les Suds de manière plus large, et qui est très intéressée aussi par cette question de l'ouverture, en fait, au-delà de la spécificité régionale latino-américaine qu'elle connaît très bien, bien sûr. Super. Et donc, ce sera des temps longs. Donc, vous parlez de 10 mois d'exposition sur chacun. C'est super. Okay. On a la chance d'avoir des musées, les deux premiers en tout cas, qui ont envie de faire de cette exposition-là un moment qui dure. Pour le musée de Mexico, avec les moyens qu'ils ont, ils essayent aussi, depuis le Covid, d'accompagner la visite sur site par une visite virtuelle. On peut donc rentrer, suivre un peu le parcours de l'exposition. Et donc oui, un temps certain. Et puis on verra après comment on arrive à convaincre d'autres institutions de se lancer dans l'aventure. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en fait, finalement, on est en train de concevoir quelque chose qui s'avère plus modulable qu'on l'avait imaginé au départ. Et donc on espère que même si un musée n'a pas les moyens soit en place, soit en temps, soit en moyens financiers, en fait, d'accueillir toute l'expo, bien, ils puissent choisir de garder la réalité virtuelle, parce qu'il en a donc la possibilité de la faire jouer, ou bien l'un ou l'autre aspect de l'expo. Mais après, on a des surprises intéressantes, par exemple, dans ce musée mexicain, qui est plutôt un musée d'histoire et d'anthropologie, il y a une copie de la stèle des vautours qui est au Louvre,
et qui est la première borne frontière de plusieurs milliers d'années qui existe dans le monde et qu'on n'imaginait jamais pouvoir montrer dans notre expo parce que jamais elle ne sortira du Louvre. Or, ce musée-là est spécialisé, comme pas mal de musées extra-européens, aussi dans la possession de plâtres historiques qui ont été faits au tournant des 19e et 20e siècles pour donner à voir le patrimoine européen à des personnes qui n'iraient jamais en Europe. Donc, là, c'est un patrimoine extra-européen, mais qui est donc localisé dans un des grands musées mondiaux. Et donc, par contre, on se dit, est-ce que cette copie-là pourra voyager ou pas? Ça pose aussi la question qu'on a forcément dans ce genre d'expo des frontières des objets, hein, la façon dont les objets vont pouvoir ou pas traverser les limites que nous sommes fixés pour les femmes et les hommes. Et les artistes. Et les artistes. Super. Oui, évidemment. Donc, dernière question. Donc, la réalité virtuelle, le point historique, le point également sur les artistes. Donc là aussi, ça sera international. Donc, ce que vous allez montrer. Pas tant border art, mais peut-être autre chose, plus des objets ou aussi. Ça sera international et avec le souci d'avoir à la fois de pouvoir montrer à la fois des personnes qui sont incontournables. Marcos Ramirez R, qui est un des grands, par exemple, artistes de la frontière États-Unis-Mexique, ou Ronald Rael et Virginia Sanfratello, mais de montrer aussi des tout jeunes qui parfois relisent de façon vraiment stimulante ce qui s'est fait auparavant. Et on a rencontré par exemple Chantal Peñalosa, qui est une trentenaire mexicaine et qui revient, qui est revenue sur en fait l'héritage du BAFTA, du Border Art Workshop, Taller de Arte Fronterizo, et qui a une installation qu'elle a fabriquée avec les étudiants de l'école, de l'université, de l'école d'art de Tijuana, qui s'appelle Unfinished Business Garage, où en fait, ils font des moules, des modèles des différentes œuvres qui ont marqué l'histoire du border art. Donc, c'est des reenactments. Et cette idée aujourd'hui aussi qu'en fait, on est à la fin d'un cycle d'histoire de l'art, en fait, qui est celui du border art, qu'on est rentré dans autre chose, mais de voir comment les très jeunes artistes se saisissent de cette histoire-là pour la réécrire à leur façon. Ça, c'est assez passionnant. Et on a envie de donner ça à voir aussi. Super. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire? Est-ce qu'on a oublié des choses? Est-ce que... il y a quand même une chose importante, oui, voilà. que je peux rajouter, oui. Qui est la problématique de savoir ce qu'on peut montrer de la frontière dans un musée et ce qu'on peut vivre de la frontière dans un musée. Parce qu'en effet, la frontière est une expérience. Donc, comment la transposer dans un espace qui se trouve loin de la frontière, c'est une vraie question. Et ce qu'on montre aussi, parce que moi je pense qu'il est important qu'on joue avec les frontières du musée lui-même, parce que c'est aussi un espace très codifié, très normé. Il arrive que vous ayez un petit fil qui vous empêche de vous approcher de l'œuvre, etc. Ce sont des choses avec lesquelles nous avons envie de jouer aussi, pour casser les codes aussi et encourager les gens à transgresser, en tout cas aller voir ce qui se passe si on passe de l'autre côté. Donc ce sont des questions qui nous habitent et sur lesquelles on va devoir se pencher dans les mois à venir, avec en effet la volonté de pouvoir recréer autant que possible et sans que ce soit artificiel ou gratuit, recréer vraiment l'expérience de la frontière. Et je pense à une chose qui m'a frappée
c'était au SF MoMA, donc le musée d'art contemporain de San Francisco, qui a fait une très belle exposition consacrée à Ronald Rael, justement, qui est pour moi comment je pourrais dire, le grand Manitou du border art aujourd'hui, enfin vraiment, parce qu'il porte vraiment cette idée que la frontière est un trait d'union entre les hommes et crée des performances et des actions à la frontière qui permettent aux gens de l'habiter, de se rencontrer, de dialoguer sur la frontière. Et la problématique, c'est comment faire en sorte que ces œuvres-là ne perdent pas toute leur valeur quand elles sont présentées dans un musée. Parce qu'en effet, si on montre une photo des balançoires à la frontière mexicano-américaine, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent en tant que spectateur quand on voit ça, et je pense qu'on passe complètement à côté de l'expérience. Même chose pour un jeu de société que Ronald Rael et Virginia Sanfratello ont réalisé, qui permet de faire l'expérience de la frontière, enfin de jouer en tout cas à passer la frontière avec des obstacles, etc. Ce genre de jeu, s'il est présenté sous une vitrine, je pense qu'on passe complètement à côté de l'objectif, sachant que à la décharge du SF MoMA, je dois préciser qu'ils ont monté l'exposition en temps de Covid. Donc, évidemment, la possibilité de faire jouer les gens avec des dés, enfin, avec quoi que ce soit qui puisse s'échanger était problématique. Mais nous, c'est exactement ce qu'on veut éviter, quoi. On veut justement permettre aux gens de se rencontrer, d'échanger, de dialoguer autour des œuvres, grâce aux œuvres, par les œuvres. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous allez accomplir. Vous avez commencé d'ailleurs, Émilie, avec l'idée que la clé était l'éducation, là. Et je pense que c'est vraiment ce chemin sur lequel vous avez mené pendant cette conférence. C'était vraiment intéressant. Les enfants aussi nous amènent beaucoup dans les musées, justement parce qu'ils vont tester les limites, et les fameux fils dont on parle nous amènent beaucoup à tester justement cet environnement. Et leur rapport à la frontière, j'ai trouvé que tout au long des expériences terrain qu'on a pu faire, qu'Anne-Laure a pu faire, etc., à quel point c'était souvent les enfants qui nous prenaient par la main et qui nous amenaient à tester la frontière de manière vraiment différente. Je sais qu'Elisa, c'est une expérience à laquelle tu peux te rapporter aussi. Donc, je trouve vraiment ça intéressant. On a très hâte de voir, d'être au moment en 2024. C'est ça, en septembre 2024, d'être en septembre 2024 à Québec pour pouvoir voir cette exposition. Puis évidemment, on aura certainement l'occasion d'en parler abondamment avant son installation et pendant son installation. C'est tout le temps qui nous était imparti ce matin pour parler, mais on aurait encore parlé des heures. Je voudrais vraiment vous remercier, Elisa, d'avoir vraiment participé à cette discussion, puis d'avoir jeté ton regard d'artiste. C'est toi qui as travaillé sur l'esthétique du mur, l'esthétique de la frontière, sur cette démarche d'Aude-Émilie Judaïque et d'Anne-Laure Amilazari, qui va justement nous amener ailleurs, peut-être penser la frontière différemment, la vivre différemment. Merci beaucoup à toutes les trois, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes. Au revoir. Au revoir. Au revoir.